Bonsoir et bienvenue au 7 Info de ce dimanche 30 juin 2019. Merci d'être encore au rendez-vous de cette édition qui revient bien sûr sur les temps forts qui ont fait l'actualité de la semaine avec des invités, des consultants, mais aussi des spécialistes qui viennent analyser, expliquer et parfois se défendre. Expliquer, se défendre, c'est ce que fera tout à l'heure notre invité, notre premier invité de ce soir. Il s'agit de M. Boubacar Sanou. Il est le secrétaire à l'organisation du CDP. Il nous parlera de la crise qui secoue le CDP. Et tout à l'heure, dans un instant, vous allez peut-être expliquer les raisons pour lesquelles vous étiez aux abonnés absents lors du débat que nous devions organiser le dimanche dernier. Et puis, nous recevrons un deuxième invité. Il s'agit du docteur Pascal Nadembega. Il est le directeur général de la médecine traditionnelle et alternative. Il viendra nous parler de ces tradipraticiens qui soignent, qui guérissent et pourtant qui sont très souvent oubliés, qui restent dans l'ombre. Ça sera pour tout à l'heure, mais tout de suite, comme je vous le disais, politique. Elle fait couler beaucoup d'encre et surtout beaucoup de salive. Il s'agit de la crise qui secoue le CDP depuis plusieurs semaines maintenant entre deux camps maintenant opposés, la mouvance Edi Komboïgo, le président du parti, et puis la mouvance cadrée Désiré Ouedraogo qui a déclaré sa candidature à l'élection présidentielle de 2020. Il faut dire que les protagonistes se promènent de médias en médias pour donner leur position. Mais hier, un groupe de personnes est entré en jeu. Ils se font appeler observateurs neutres. Ils ont donné aussi leur analyse sur la situation au CDP. Issus des divers secteurs de la vie active, ils disent avoir le même centre d'intérêt, la lecture de l'actualité politique sans pour autant en être des acteurs. C'est donc un groupe d'observateurs indépendants de la scène politique burkinabé qui se propose de décrypter la crise au sein du CDP. Pour cerner les contours de la crise, le groupe d'observateurs indépendants invite l'opinion publique à s'interroger sur ces péripéties. Pourquoi après tout ce temps passé, c'est exactement maintenant, à l'orée des candidatures à la candidature, que ces griefs sont soulevés et actés? Lequel des actes entre les insuffisances administratives involontaires reprochées au président Edi Komboïgo et une candidature en solo d'un militant qui utilise abusivement le logo et l'effigie du parti est-il d'une gravité répréhensible dans un parti organisé? Si pour les animateurs de la conférence de presse, ces questions sont de nature à éclairer sur les enjeux de cette crise, ils en viennent à la conclusion que la crise au CDP est générationnelle et d'ordre économique. C'est non seulement ce problème générationnel qui existe, les anciens qui ont peur ou qui ont la hantise du départ et qui veulent être omniprésents. Et deuxièmement, ça vise le budget de 2020. Tout simplement ça. Avoir le contrôle du budget électoral pour gérer ça comme d'habitude et puis voilà. Alors que les jeunes aussi qui sont restés dans la maison pendant que les anciens avaient fui et qui ont pu tenir la maison jusqu'à ce jour n'entendent pas être des figurants. Et 2020 arrive. Il y a beaucoup d'autres anciens qui sont encore à Abidjan, qui pensent que c'est cadré seul qui peut permettre leur retour. Donc, on pense que Edi est trop indépendant. Ce groupe d'observateurs indépendants dit être parvenu à cette analyse après une rencontre avec chacun des deux camps. Par ailleurs, il affirme n'avoir aucune intention partisane. La politique est une activité d'utilité publique qui a des valeurs et les partis politiques ne sont plus un monopole ou une propriété privée des seuls fondateurs et militants actifs. Au-delà d'associations, le CDP est une université politique qui a séduit, suscité et produit la majorité des acteurs et animateurs politiques de notre pays, donc un patrimoine commun à consolider par tous. Fort de 17 membres actifs, le groupe d'observateurs indépendants de la scène politique burkinabé dit avoir l'intention d'entreprendre des démarches en vue de pousser les protagonistes de la crise à concilier leurs positions.
Voilà, et nous passons à notre invité de ce soir. Je le disais en début d'édition, M. Boubacar Sanou, vous êtes secrétaire à l'organisation du CDP. Il y a une semaine, le dimanche dernier, nous devrions avoir un débat avec les deux mouvances, celle du président du parti Edi Kombo-Hugo et celle de Kader Désiré Ouedraogo. Malheureusement, c'est selon. Vous avez brillé par votre absence, vous, de la mouvance Edi Kombo-Hugo. Est-ce que vous pouvez donner à nos téléspectateurs les raisons, les explications pour lesquelles vous n'êtes pas venu au débat? Ok, bonsoir à vous et bonsoir à tous vos téléspectateurs. Alors, je suis vraiment gêné qu'au niveau d'un parti qui détient un seul récépissé, qu'on parle de mouvance. Je pense que pour le moment, le parti a des instances. Le parti est dirigé par un président, il y a un secrétariat permanent, il y a un bureau exécutif national. Hier, nous avons tenu la 17e réunion de notre bureau exécutif national. Et pour nous, il n'y a pas de mouvance au sein du CDP, il n'y a qu'un CDP. Pardon, M. Boubacar Sanou, mais pardon, je vous laisse continuer. Le week-end passé, je n'ai pas pu venir parce que j'avais appelé pour dire que, compte tenu du climat délétère qui régnait ce jour-là, parce que nous avions été objet d'une agression au stade, et du fait que l'atmosphère était vraiment tendue, j'avais demandé à ce qu'on puisse surseoir donc, à l'entretien, et afin que les esprits puissent se calmer, qu'il y ait un apaisement, et afin que donc, nous puissions échanger vraiment dans une disposition d'esprit beaucoup plus propice. C'est la raison pour laquelle donc, le dimanche passé, effectivement, je n'ai pas pu répondre donc, à l'appel. Il se trouve, d'abord, je reviens sur le fait que j'ai employé le terme mouvance. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est tout simplement un constat, M. Boubacar Sanou. Quand dans un parti politique, il y a une action en justice et qu'il y a une partie des militants qui soutient Kader Désiré Ouedraogo, notre parti qui soutient le président du parti, que l'affaire va en justice et que c'est la justice qui doit trancher et qu'il y a même des affrontements au cours d'une réunion. Je suis désolé, M. Boubacar Sanou, mais cela, on l'appelle mouvance. C'est votre interprétation, mais jusqu'à c'est un constat. Non, c'est votre interprétation. C'est un constat, M. Boubacar Sanou. Non, je vous dis que... Est-ce qu'aujourd'hui le CDP est uni? Je vous dis que c'est votre interprétation. Et moi, je pense Est-ce qu'il n'y a pas deux camps au CDP aujourd'hui? Non, il n'y a pas deux camps. Il y a un seul camp? Il y a un seul camp. Lequel? C'est les camps du parti. Pourquoi est-ce que vous êtes allé en justice alors? Non, nous ne sommes pas, c'est pas nous qui sommes allés en justice. Donc il y a un camp qui est allé en justice? Non, il ne faut pas interpréter les choses. Allez-y, je vous laisse terminer. Vous avez tendance à présenter le CDP comme étant deux blocs antagonistes opposés. Non, pas du tout. Au sein du parti? Non, il faut éviter de présenter les choses de la sorte. Le CDP, c'est un ensemble, c'est une architecture qui tient par beaucoup d'éléments. Nous avons le secrétariat permanent, fort de 27 membres. Nous avons le bureau exécutif national, fort de 130 membres. Nous avons le bureau politique national, qui fait l'objet aujourd'hui d'un contentieux. Plus de 1000 membres. Et avec la mise en place qui fait 1 millier de membres. Nous avons le Haut Conseil qui fait 80 membres. Nous avons le Conseil national qui fait près de 2500 membres. Et nous avons l'ensemble des structures, les sections et les sous-sections. Nous avons 45 sections, 370 sous-sections et près de 9000 comités de base. C'est ça le CDP. Le CDP, j'arrive, laissez-moi terminer. Le CDP, ce n'est pas représenté par 3 ou 4 individus qui assignent un parti en justice. Nous sommes devant des institutions judiciaires. Même c'est une seule personne qui avait assigné le parti en justice et que la justice trouve que cela est fondé. Mais il va de soi qu'effectivement la justice puisse trancher. Donc, c'est pour dire que lorsque nous prenons la qualité et le nombre de ceux qui ont assigné les partis en justice et la qualité et le nombre de ceux qui sont aujourd'hui dans les partis derrière la direction, je pense que réellement, nous présentons aujourd'hui comme étant des mouvances antagonistes et autrement, je trouve que c'est un peu exagéré. C'est un peu exagéré, vraiment, il ne faut pas... Vous venez vous-même de planter le décor. Vous dites qu'il y a ceux qui ont assigné le parti en justice. Oui, mais ils sont combien? Ils sont 4 à 5. Nous, on ne le sait pas. Prenez l'acte d'assignation du parti
ils sont 4 à 5 personnes. Monsieur Boubacar Sano, M. Kadri Désiré Ouédraogo a tenu un meeting à Ziniaré où il y avait des milliers de personnes. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les faits, c'est le constat. Et vous avez vérifié les cartes des militants, c'était des militants du CDP. Comme on n'a pas vérifié aussi les cartes des militants, quand Edi Komboyogo organise aussi, c'est oui, mais c'est que quand Edi Komboyo organise, c'est au nom du parti qu'il organise. On va pas polémiquer là-dessus. Quand Edi Komboyo organise, c'est au nom du parti que cela est fait. Mais quand Kadri organise, ce n'est pas au nom du parti. Donc vous ne pouvez pas dire que ceux qui participent aux activités de Kadri Désiré Ouédraogo, c'est principalement les militants du CDP. Du moment que Kadri Désiré Ouédraogo a dit que lui, sa candidature va au-delà des partis politiques. Donc il va de soi que non seulement la mobilisation peut concerner le CDP, les militants du CDP, mais également que cette mobilisation va au-delà donc du CDP, des militants du CDP. Mais lorsque le président Edi Komboyogo se déplace, il va à la rencontre des militants du CDP, parce que c'est des réunions qui sont organisées par les structures du CDP, les structures géographiques du CDP, et effectivement avec la présence effective de la direction officielle et nationale du CDP. Donc de là, nous sommes formels. Quand Edi sort, c'est pour rencontrer les militants du CDP. C'est ce que vous dites. Toujours est-il que vous avez cité 4 ou 5 instances du parti, mais toujours est-il que dans aucune de ces instances, on a pu régler le problème en interne et que vous soyez parti en justice. Je pense que terminer, je pense que c'est peut-être par là-bas vous devez commencer d'abord la question. Parce que comment se fait-il que la question n'ait pas pu être réglée en interne? Voilà. Mais voilà, je suis au regret de vous dire que c'est parce que la question n'a jamais été posée en interne. Si la question avait... Non, c'est vrai. Je le dis parce que le dimanche dernier, c'est tout le contraire que ceux de la mouvance de Kadri Désiré Ouédraogo ont dit, issus même sur ce plateau. Et c'est pourquoi nous avions voulu organiser le débat. Malheureusement, vous avez choisi la politique de la chaise vide. Moi, je vous parle parce que je suis membre de toutes ces instances. Je suis membre du secrétariat permanent, je suis membre du bureau exécutif national, je suis membre de toutes les instances du parti. La question n'a jamais été évoquée en interne. Nous avons eu des situations de crise à un moment donné. Par exemple, nous avons eu la situation où nous étions face au retour du président Edi Komboyogo à l'époque. Mais la question a été posée en bureau exécutif national. Le bureau exécutif national a décidé que le président Edi Komboyogo doit revenir. La question a été posée au bureau politique national qui a décidé que le président Edi Komboyogo doit reprendre les choses. Et à l'époque, nous avons vu l'implication du Haut Conseil qui a également pris part au débat, qui a posé cette question. Et le Haut Conseil, c'est une structure, un organe qui regroupe 80 des principales personnalités qui ont eu à travailler avec le président Compaoré. Nous pouvons en citer Mélégué Maurice Traoré, Bonyessa Arsène Yé, et Paramanga Ernest Yonli, et ainsi de suite. Je les défie, ceux qui étaient là ces jours-là sur le plateau, je les défie de sortir le moindre document, de sortir le moindre PV, d'évoquer la moindre circonstance au cours de laquelle cette question a été posée au Haut Conseil, ou cette question a été posée au secrétariat permanent, ou cette question a été posée à une autre instance. Vous parlez de quelle question, M. Boubacar Sano? La question qui nous amène en justice. C'est-à-dire la question du nombre pléthorique de membres dans le bureau politique national du CDP. Absolument. Et lorsque nous partions au Congrès, c'était pour aller régler la question du bureau politique national. Ce n'était pas pour faire autre chose. Et la question du bureau politique national, c'est quoi? Ça dit que c'est une question, lorsque nous avons essayé de composer le bureau politique national, conformément à la résolution du Congrès, lorsque nous sommes rendus compte qu'il y a effectivement les dépassements, personne n'a nié qu'il y a les dépassements. Tout le monde a accepté qu'il y a les dépassements. Et quand il y a les dépassements, lorsque c'est un Congrès qui a pris une décision, il faut aller à un Congrès pour résoudre la question. Nous avons dit, bon, lorsqu'il y a les dépassements, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on dégraisse en ramenant au 600 ou est-ce qu'on maintient au 1000? Tous ont dit, gardons les 1000. J'ai ici avec moi la liste des membres du bureau politique national de la province de Boulkiemdi, signée de la main de Yaya Zungrana qui était assis ici ce jour-là. J'ai ici la liste additive des membres du bureau politique national de San Matenga, signée de la main de Rasmane Daniel Sawadogo. Donc nous avons dit, comme la situation est comme ça, au lieu de dégraisser, et comme nous sommes en train de reconstruire les partis, allons au Congrès pour permettre que tous les milliers de membres là puissent être membres du BPN. C'est tout. Il n'y avait rien d'autre de particulier. Alors aujourd'hui, quelle est la situation concrète au CDP? Après l'assignation en justice, la décision de justice est tombée. Quelle est la situation? Comment évolue la situation au sein du CDP, le parti qui est uni? Non, mais je pense que nous sommes très sereins. La preuve, vous avez vu le président Edi Komboyogo le dimanche passé à Manga. Tout à fait. Et également, après cela, nous avons rencontré l'ensemble des responsables des structures géographiques du parti, des 45 provinces et des 370 communes. Au stade du 4 août, même si la réunion a été perturbée à un moment donné, vous avez vu que tout s'est très bien passé. Le même soir, il y a une assemblée générale des jeunes
Aujourd'hui, il y avait l'Assemblée générale des femmes. Et aujourd'hui également à Bobo, il y avait l'Assemblée générale des structures du parti à Bobo-Dioulasso. Hier, nous avons tenu une réunion du bureau exécutif national, réunion au cours de laquelle donc, nous avons essayé donc, de valider, parce que lorsque, après la décision du juge de suspendre donc, la tenue du congrès jusqu'à ce que nous puissions nous conformer, nous avons assis un comité de réflexion en place. Ce comité de réflexion a fait la restitution de ces travaux hier au bureau exécutif national et le bureau exécutif national a pris acte. Et je pense que dans les jours à venir, donc, la liste définitive des moins de 600 membres sera donc rendue publique et sera à la disposition de tout le monde. Donc, c'est vous dire que nous continuons à travailler et je pense que dans la semaine du 12 au 14 juillet, nous serons en tournée dans la province de Sanguier. Donc, c'est vous dire que nous continuons à fonctionner normalement parce que le juge n'a pas dit nous suspendons la direction du parti. Non. Le juge n'a pas dit nous suspendons les activités du parti. Le juge a dit tout simplement vous voulez aller à un congrès, il y a une disposition de vos statuts, alors que c'est cette disposition que nous partions pour régler. Le juge nous dit non, au lieu d'aller à un congrès pour régler, revenez d'abord vous conformer à ce qui est écrit dans vos textes. Et maintenant, si vous voulez aller à un congrès, vous pourrez y aller. Donc, pour nous, il n'y a pas de problème. Nous avons pris donc, acte vous affirmez nous avons fait ce soir que dans les semaines à venir, le bureau politique du CDP va revenir à ses moins de 600 membres. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Voilà, c'est déjà fait. Et je pense que la décision, il appartiendra maintenant au président du parti de voir quelle est la meilleure formule qu'il va utiliser. Et donc, pour rendre cette liste publique, c'est tout. Sinon, c'est fait. C'est déjà fait. C'est déjà moins fait. de 600 membres. Oui, moins de 600 membres. C'est fait. J'ai dit hier, nous étions en réunion jusqu'à 20h, de 15h à 20h, et le travail a été fait. D'accord. Est-ce que la mouvance cadrée des Zéro Ouédraogo a été associée aux travaux? Je vous dis que le CDP ne se présente pas en mouvance. Le CDP se présente en un ensemble. Et ce comité qui a été assis, ce comité a travaillé sur la base des documents qui existaient déjà et sur la base des rencontres que nous avons avec les secrétaires généraux. Et je tiens à vous dire qu'à la rencontre des perturbés du stade de Katout, le camarade Asmane Daniel Sawado, qui est de Kaya, était à cette rencontre, même s'il a quitté après. Donc, c'est vous dire que nous avons dit que ces listes sont dressées de manière participative. Lorsque nous avons fini le travail hier, lorsque le travail a été reçu au bureau exécutif national, le bureau exécutif national a mandaté tous ceux qui sont membres des ressortissants des provinces de voir avec les responsables des provinces si la liste de chaque province correspond à la réalité de la province. Donc nous attendons les retours d'informations d'ici la semaine prochaine et je pense que tout est fait. C'est pour dire que nous ne travaillons pas en disant il y a tel clan, il y a tel clan. Non, le CDP c'est un ensemble. Le président Edi Komboyo, il est le président du CDP et il a l'obligation, même si certains pensent qu'il ne le veut pas, mais les textes l'obligent à travailler avec tout le monde. Et pour le moment, je pense qu'il fait preuve donc de grandeur d'esprit. Et tout le monde est associé à ce que nous faisons. L'autre question, et peut-être c'est la plus importante, qui est posée au sein du CDP et même au sein des militants, c'est comment est-ce que le CDP va choisir son candidat à l'élection présidentielle de 2020 ? Bon, vous savez, toute cette atmosphère délétère dans laquelle nous sommes en train de naviguer et nous vivons, je pense que c'est un peu lié à cette question de candidature du CDP. Qui sera le candidat du CDP? Je pense que les gens peut-être ont mis la charrue avant les bœufs. Et je pense que peut-être les gens ont cru que c'est un système d'attaque, c'est-à-dire qu'il faut qu'on prenne les autres de court. Si on arrive à les prendre de court, donc peut-être que bon, on va s'imposer. Parce que quand vous allez prendre notre règlement intérieur, l'article 9, on dit que la minorité doit se soumettre donc à la volonté de la majorité et doit ultérieurement défendre donc la position de cette majorité. Mais dans notre situation, nous avons vu que les gens n'ont pas attendu qu'il y ait une décision. Nous avons une poignée d'individus qui sont sortis, qui ont commencé à crier très fort, peut-être en se disant qu'en criant très fort, donc cela va leur donner raison. Et de ce fait, donc, soit la direction, soit les militants donc, vont suivre. Et il y a eu un emballement médiatique qui donne l'impression aujourd'hui que vous avez une grande majorité de la direction du CDP. Non, c'est une poignée qui ne veulent pas se soumettre à la volonté de la majorité. Le candidat du CDP sera désigné, comme nous l'avons toujours fait. En 2015, il y a eu une directive qui a été prise, qui a été publiée officiellement pendant une semaine. Et ceux qui voulaient postuler ont postulé. Malheureusement, on n'a eu qu'un seul candidat, parce qu'on avait espéré mieux, puisque à l'époque, on attendait vivement la candidature du cadre de Zéro Ouédraogo qui n'est jamais venu. Donc le président du parti était obligé de faire face à ses responsabilités, il s'est présenté. Et cette fois-ci également, nous aurons une directive
approuvé par le Bureau exécutif national et avec probablement le point de vue également du président d'honneur. Et cette directive sera rendue publique et tous ceux qui sont intéressés pourront postuler. Et donc, pour l'instant, le CDP n'a pas encore choisi la voie par laquelle elle va choisir son candidat? Non, c'est dans les textes, c'est dans nos statuts. Il est dit que c'est une directive qui sera prise par le Bureau exécutif national pour déterminer les critères et les modalités de désignation du candidat. Et tout le monde le sait. Tous ceux qui passent ici, qui défilent, qui vous disent non, voilà, il veut s'imposer ou c'est de très mauvaise foi. Et la directive sera prête quand? Non, le projet de directive, je ne vais pas vous cacher les choses. Dans tous les cas, le projet de directive, puisque lors de la réunion du Bureau exécutif national du 30 mars, on avait mandaté un comité présidé par le vice-président chargé des questions électorales de commencer déjà à réfléchir sur ce projet de directive. Et je pense que le projet de directive est déjà prêt. Et dans tous les cas, ce n'est pas une directive qui sera une directive exclusive. Elle sera une directive inclusive. Et en tenant compte donc, des orientations du fondateur qui a demandé à ce que la directive puisse permettre à tous les cadres qui le souhaiteraient donc, de pouvoir être candidats. Donc je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude en cela. Et cette directive permettra à ceux qui le veulent de pouvoir participer. Alors, M. Boubacar Sanou, vous avez parlé d'un certain nombre de sujets. Vous avez dit que vous avez même des preuves sous votre main. La semaine dernière, ceux qui étaient à votre place, qui sont de la mouvance Kadé Désiré Ouedraogo, je suis obligé de le dire comme ça parce qu'il n'y a pas d'autre nom, ont aussi montré des preuves d'avoir posé le problème au cours de plusieurs réunions. Donc, c'est une parole contre une autre. Et depuis, par médias interposés, les protagonistes de la crise... J'ai fini et je vous laisse la parole. Les protagonistes de la crise essayent d'expliquer un peu, de donner un peu leur position. Et c'est pour qu'on puisse confronter les différents arguments que nous voulions organiser ce débat. Et ce débat, nous voulons encore le faire. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez confirmer que dans les jours à venir, vous accepteriez de participer à un débat entre les deux mouvements, si bien que, tant bien que au CDP tout va bien, il n'y a pas de crise, il n'y a donc pas de tension, donc on peut discuter ensemble autour d'une table sans qu'il y ait de mort. Je suis vraiment gêné lorsque certains viennent se présenter sur les plateaux en disant non, nous avons... Non. Je vous ai dit que lorsque la question a été posée, la question du dépassement, là, ce n'est pas une question... Non, on a déjà fini. Oui, Monsieur Boubacar Sanou, on est en train de finir l'entretien, vous avez déjà expliqué. La question que je vous pose maintenant, c'est est-ce que vous acceptez de participer à un débat sur la situation que vit le CDP? Vous retournez dans nos textes, il est dit que tout militant a droit à la parole à travers les instances, les organes. Mais s'il y a un débat, s'il y a une question, qu'on se retrouve au niveau des instances du parti. J'ai dit hier, nous avons tenu vous ne voulez pas participer au débat. J'arrive. J'ai dit hier, nous avons tenu notre 17e réunion. Monsieur Boubacar Sanou, j'arrive. Vous l'avez déjà dit. La question que je pose... 17e réunion du Bureau exécutif national. Mais maintenant, comment vous voulez Monsieur que Boubacar moi, j'arrive? Comment voulez-vous que des questions qu'on peut traiter en interne, que je me retrouve sur des... Non, Monsieur Boubacar Sanou, si vous aviez pu traiter la question en interne, il ne serait pas arrivé en justice. La question que je pose ce soir, c'est est-ce que vous, Monsieur Boubacar Sanou, membre, secrétaire à l'organisation du CDP, vous êtes proche d'Edi Komboigo, vous êtes de la mouvance Edi Komboigo, est-ce que vous accepteriez de participer à un débat, argument contre argument, avec vos camarades du parti, le parti qui est si uni, pour pouvoir expliquer un peu aux militants du parti qui veulent comprendre certaines choses quand même. Ils ont lu beaucoup de choses dans la presse, ils ont entendu quelque chose dans la presse, ils veulent savoir ce qui se passe. Les militants du parti, mais aussi les Burkinabés quand même. Le CDP, c'est un parti plus que trentenaire, qui veulent comprendre, savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que vous accepteriez de pouvoir vous expliquer avec vos camarades du parti, vous dites que le parti est uni, il n'y a pas de problème, donc on peut faire un débat constructif autour d'une table. Est-ce que vous accepteriez de participer à ce débat? Parce que l'autre camp est d'accord, hein. Ils nous ont donné leur accord. Je suis un militant discipliné, je suis collé au texte de mon parti. Les questions relatives à mon parti et les débats se mènent dans les instances du parti. Donc la réponse est claire, vous ne participez pas. Je n'irai pas me retrouver sur un plateau de télé avec des gens qui se présentent comme étant des protagonistes. On ne connaîtra jamais la vérité. Bon, si vous voulez. Parce que chacun a ses arguments. Je pense que la vérité est dite, c'est peut-être vous qui faites l'effort de ne pas comprendre. Le dimanche dernier, c'est vous qui faites l'effort de ne pas comprendre ce que j'ai dit. M. Boubacar Sanou, le dimanche dernier, vos amis étaient à la même place. Ils ont aussi brandi des preuves. Lesquelles? Lesquelles? Mais vous n'étiez pas là. C'est la raison pour laquelle nous vous demandons de venir. Non, la question qui nous oppose... Pour récuser ou accepter la question qui nous oppose, quelle est la question qui nous oppose?
Ceux qui étaient là, je vous pose la question, quelle est la question qui nous oppose? La question qui nous oppose, je pense bien, si j'ai bonne mémoire, c'est la question liée au nombre des membres du bureau. Est-ce que vous avez peur du débat, M. Boubacar Sano? Tout le monde, tous ceux qui me connaissent savent que je suis un grand orateur. Mais je vous dis, les questions liées à la vie de mon parti, les questions liées au fonctionnement de mon parti, ce n'est pas sur un plateau que je vais venir en parler. Non, si les camarades sont... Puisque même si nous nous retrouvons ici... Nous sommes sur un plateau, M. Boubacar Sano, déjà. Oui, même si nous nous retrouvons ici, la résolution se fera toujours en interne. C'est-à-dire, même si nous nous retrouvons ici, nous parlons 3 heures de temps, nous allons nous retrouver toujours au niveau des instances pour régler cette question. Donc, ça fait que moi, en tant que militant discipliné... En ce moment, vous êtes sur un plateau de télévision en train de parler des problèmes internes du parti. Cette situation a déjà dépassé largement les frontières des instances du parti. Absolument. Donc, je ne comprends pas pourquoi vous dites que vous ne voulez pas en parler sur un plateau de télévision. On le fait déjà maintenant. Non, puisque d'abord... C'est juste la formule qui change. Non, ici, vous m'avez appelé, vous m'avez invité pour me poser un certain nombre de questions auxquelles je dois répondre. Mais je me verrais mal, moi, assis ici, avec d'autres camarades assis de l'autre côté, en train d'évoquer les sujets relatifs à la vie, au fonctionnement de notre parti. C'est ce que je dis, non. Je dis, si les camarades sont intéressés, si ça les intéresse fondamentalement, mais qu'on se retrouve dans les cadres ordinaires, les cadres traditionnels du parti. Vous ne devriez plus accepter les invitations sur les plateaux de télévision. Non, je pense que c'est l'une des rares fois, c'est l'une des dernières invitations à laquelle je réponds. Puisque j'ai arrêté le principe, je ne parlerai plus de cette question dans les médias parce que nous en avons suffisamment parlé. Le président du parti était... Oui, je pense également que c'est la dernière sortie du président sur la question. Moi, c'est... Après-demain, j'aurai une interview que j'ai déjà accordée à un journal de la place qui va paraître. Mais je pense que c'est la dernière fois que je vais évoquer cette question puisque j'ai l'impression que beaucoup de la presse font l'effort de ne pas comprendre ce que nous disons. Beaucoup de la presse font l'effort de trouver que nous sommes quelque part, il y a un contentieux qui nous oppose. Je dis, il n'y a pas de contentieux puisque Monsieur Boubacar Sano, ce n'est pas la presse qui a amené l'affaire en justice. Non, oui, mais lorsque vous dites ça... Ce n'est pas la presse qui a amené l'affaire en justice. Lorsque vous dites ça... C'est un constat que nous faisons et nous essayons de faire notre travail, c'est-à-dire... Oui, mais vous faites votre constat. Expliquez. Si vous le faites, faites-le de bonne foi. Oui. Je vous dis que la question pour laquelle nous nous sommes retrouvés en justice, c'est cette question que nous étions en train d'aller régler au Congrès. Et maintenant, lorsque le juge nous a retourné, nous avons pris acte de la décision du juge et nous nous sommes conformés à la décision du juge. Mais où est le problème encore? Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas la faute des médias. Ça, je le sais. Ce n'est pas la faute des journalistes. Vous donnez l'impression comme si... Et voilà, c'est une situation que nous méconnaissons et voilà, cette situation nous a surpris. Non, on ne la méconnaît pas, puisque lorsque le sujet a été évoqué, lorsque la question a été évoquée et au niveau du bureau exécutif national, d'abord, avant de passer au dépassement, nous avons fait le point. Et le président l'avez déjà expliqué. Attendez. Vous l'avez déjà expliqué. C'est pour vous dire que le temps est en train de partir. C'est pour vous dire que lorsque les gens sortent pour faire croire comme si c'était un mépris de notre part et c'est eux qui étaient obligés de soulever la question, nous avons refusé la résolution. Monsieur Boubacar Sano, vous l'avez déjà expliqué tout à l'heure. Non, c'est pas ce que j'ai expliqué. Si, vous l'avez déjà expliqué. Non, c'est pas ce que j'ai expliqué. Non, c'est pas ce que j'ai expliqué. Nous devons avancer. On avance. Je dis que lorsque la question est présentée comme si c'était une situation de mépris ou une volonté manifeste de la direction du parti, on n'est pas à résoudre la question, là, on peut dire effectivement qu'il y a un problème. Mais nous étions conscients de cette situation. Donc, c'est pour dire que si nous étions conscients, je le dis, c'est comme si vous sortez, par exemple, vous cassez la table, vous vous mettez dans une disposition à arranger la table, un de vos petits frères sort, il court, il va dire au papa, le grand frère a cassé la table, alors que vous étiez déjà en train d'arranger la situation. C'est ce que nous étions en train de faire. M. Boubacar Sano, vos explications, les téléspectateurs l'ont entendu. Nous allons nous arrêter là pour ce soir. Merci d'être venu, d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Et moi, je pense que il faut que vous-même, vous travaillez à éviter de continuer à semer cette confusion. Non, on ne sème pas la confusion. Notre travail, M. Boubacar Sano, on ne sème pas la confusion. Notre travail en tant que journaliste, c'est de présenter les faits,
et les faits sont têtus, comme on le dit, ce sont les commentaires qui sont libres. Il y a une affaire en justice. Absolument, la justice a suspendu la tenue de votre congrès. Ce ne sont pas les journalistes qui ont suspendu la tenue de votre congrès. Ce ne sont pas les journalistes qui ont organisé la sortie de Kade Désiré Ouédraogo à Zignari avec des milliers de personnes. Ce n'est pas la presse qui a demandé à Kade Désiré Ouédraogo de déclarer sa candidature à l'élection présidentielle alors qu'il fait partie du CDP et qu'il n'aurait pas respecté les textes. D'après vous, ce ne sont pas les journalistes aussi qui organisent les différentes tournées d'Edi Komboyogo où il est soutenu par une partie des membres du parti. Ça, ce n'est pas la presse. La presse ne fait que constater et laisser les personnes qui suivent, qui entendent et qui regardent commenter. C'est comme ça que se fait notre travail. Et nous sommes désolés de le faire. Si l'affaire avait été réglée en interne, on n'aurait même pas entendu parler de ça. C'est ce que je suis en train de dire. Puisque lorsque vous agissez, vous devez agir également pour la postérité. Ça veut dire que lorsque nous sommes en train de parler, ce n'est pas que nous méconnaissons la situation. C'est ce que je veux faire et je veux vous faire comprendre. Puisque nous étions déjà conscients de la situation, nous avons dit on la règle comment. Nous étions en voie de régler cette question lorsque des camarades sont allés nous assigner en justice. D'accord. Monsieur Boubacar Sanou, maintenant, que voulez-vous qu'on dise d'autre? Merci on ne peut rien dire d'autre. Merci bien d'avoir accepté notre invitation ce soir. C'était l'option que nous avons pour régler la question. Parce que sans cette option, la question ne peut pas être réglée. Non, comme vous l'avez dit, la question est réglée. Dans les semaines à venir, on aura... C'est pour vous dire que la direction était consciente de la situation et la direction a pris les dispositions pour la régler, pour aller à un congrès, pour revenir au nombre de moins de 600. C'est ce que nous avons fait. C'est suffisamment clair. Maintenant, je veux que vous fassiez l'effort de nous accompagner dans la communication en faisant savoir qu'effectivement, nous étions conscients de cette situation. Non, nous ne communiquons pas. Nous étions en train d'aller régler cette question. Le juge nous a dit de revenir à la maison régler la question. Nous n'aidons pas les partis. Nous sommes revenus, nous avons réglé la question. Et je pense que le débat est clos. Ce n'est pas le rôle de la presse. Nous, au CDP, bientôt, nous allons passer à une autre phase. C'est-à-dire que la phase donc, de la directive pour désigner notre candidat. Ce n'est pas le rôle de la presse et des journalistes d'aider les partis politiques à faire leur communication. Absolument. Nous faisons du journalisme. Vous avez un rôle d'éducateur également. Et c'est ce rôle-là, moi, je vous interpelle par rapport à ce rôle, parce que quelque part, diffuser une bonne information, diffuser une information juste, cela participe également à l'éducation de la masse. C'est ce que nous avons l'habitude de le faire, c'est ce que nous faisons toujours. Et c'est ce que nous allons vous exhorter. Et tant que les problèmes pourront se régler, c'est ce que nous allons vous exhorter. Tant que les problèmes des partis politiques se régleront en interne, les journalistes n'iront pas chercher quoi que ce soit, mais tant que les problèmes seront sur la place publique, nous serons obligés de traiter l'information telle qu'elle est. Et de chercher la vraie et la juste. Merci d'être venu sur ce plateau, M. Boubacar Sanou. Voilà, nous attendons la semaine prochaine pour voir un peu quel sera le nouveau bureau politique national avec les moins de 600 membres. Merci d'être venu. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Merci bien. Voilà, et nous poursuivons cette édition. Eh bien, une action pacifique et illimitée. Voilà ce qu'ont entamé les réfugiés urbains qui sont sur le sol burkinabé cette semaine. Ils ont protesté contre ce qu'ils appellent leur abandon par les HCR ou la CONAREV, qui est responsable de la situation. Eh bien, pour se faire entendre, plusieurs d'entre eux, les réfugiés, ont élu domicile devant le bureau du Haut-Commissariat pour les réfugiés au Burkina Faso. Cela fait 11 jours qu'ils ont élu domicile ici devant les locaux du Haut-Commissariat pour les réfugiés HCR. On compte parmi eux plus de 5 nationalités. Hommes, femmes et enfants mangent, dorment et se réveillent sur les lieux pour exiger du HCR un regard sur leur situation de réfugiés urbains. La population qui vient, tantôt ceux qui ont pitié des enfants, ils donnent 1000 francs, 2000 francs pour du pain, l'eau comme vous avez vu. Les partenaires, ni Credo, ni Conaref, ni HCR, ils passent ici matin, midi, soir. Ni bonjour, ni bonsoir, rien. Voilà, on se cache, nous sommes sur la pluie, on se cache sous les arbres là-bas. À côté, voilà, on se cache là-bas. Il n'y a rien pour les réfugiés. Il n'y a pas d'assistance financière. Médicaments, ils ont coupé. Il n'y a pas d'emploi. Nous sommes en insécurité. Beaucoup de femmes font la prostitution pour gagner à manger. Beaucoup de femmes. C'est pitié. Pitié. En grève pacifique illimitée, ils accusent les organismes en charge des questions humanitaires d'être les responsables de leur calvaire au Burkina. Pas contre l'État burkinabé, ce n'est pas contre le peuple burkinabé, mais c'est contre l'institution qui nous gère ici au Burkina Faso. Ils sont en train de dégrader l'image du Burkina Faso en disant que le peuple burkinabé était
nous dénigrer l'image du Burkina Faso. Les gens de HR, les gens de Conaref, les gens de Kedo qui disent qu'ils sont humanitaires. Humanitaire, c'est quoi? Humanitaire, c'est apporter une réponse à la souffrance humaine. On souffre. Ils ne nous regardent pas. On est abandonnés à nous-mêmes. Ça fait aujourd'hui 3 ans là. Moi, je n'ai plus mis pied au niveau de Conaref, ni pied au niveau de Kedo parce que je vois que nous sommes abandonnés. Tu peux pleurer, personne ne te répond. Désemparés, ces réfugiés urbains disent avoir l'impression qu'on les fait tourner en rond. Quand nous sommes partis vers le HCR nous a dit que non, vous êtes des réfugiés du Burkina Faso. Quand on va à la CONAREF, une institution des affaires étrangères, et ils disent que non, vous êtes des réfugiés du HCR. Le président de la commission de réfugiés au Burkina Faso, c'est le ministre des Affaires étrangères, qui a couvert la première grève en 1999. Il était correspondant de RFI au Burkina Faso. Il connaît ce problème. Il avait dénoncé la malversation financière de la gestion de réfugiés au Burkina Faso. Aujourd'hui, Dieu merci, l'histoire est entre ses mains. Le ministre des Affaires étrangères doit trouver des solutions. Il faut libérer les réfugiés. Parce que le Burkina Faso est incapable de prendre en charge les réfugiés. Il faut les libérer. N'étant plus convaincus de la possibilité de leur intégration dans la société burkinabé, après plus de 10 ans d'asile au Burkina pour la plupart d'entre eux, ils réclament au HCR leur réinstallation dans un pays tiers. Instruit de cette requête, le Haut Commissariat pour les réfugiés leur proposerait le rapatriement volontaire, une option qu'ils refusent catégoriquement. Moi-même, je suis ici. Quelqu'un qui est ici, qui donne rapatriement dans son pays d'origine. On dit on lui donne $150 ici, $600 dans son pays d'origine. Qu'est-ce qu'il prouve? Arriver là-bas, il va gagner ça. C'est là, nous on a dit ça, c'est même politique du mensonge. Nous avons toujours réclamé de nous laisser partir. Depuis longtemps, ils ne nous ont jamais écoutés. Et voilà, ils nous disaient qu'il n'y a pas réinstallation, il n'y a pas réinstallation. Et voilà maintenant, quand nous sommes arrivés après 10 ans, ils commencent à dire non, 10 ans ça suffit, on ne peut plus vous réinstaller. Voilà comment ils nous ont joué. Trop c'est trop. Plus de 25 000 réfugiés vivent au Burkina Faso et la rareté des ressources est constamment évoquée comme la principale difficulté dans leur prise en charge. Voilà, vous venez de le voir, le HCR qui a été interpellé sur cette situation des réfugiés urbains sur le sol burkinabé. Ils ont réagi. On écoute maintenant la réaction de l'administrateur principal chargé de la protection au HCR Burkina Faso. C'est notre travail de rechercher les solutions dites durables pour les réfugiés. Et la solution durable la plus souhaitée pour un réfugié, c'est le retour en toute sécurité et en toute dignité, le retour volontaire dans le pays d'origine lorsque les conditions qui ont provoqué la fuite sont annulées. Il faut comprendre, et nous ne cessons de le répéter auprès des réfugiés, c'est que le HCR n'est pas un pays. Le HCR n'a pas un pays. Le HCR ne fixe pas les conditions d'entrée dans un pays tiers. Ce sont ces pays qui établissent ces conditions et demandent au HCR de faire un tri de départ sur la base des critères qui sont convenus avec ces pays-là. Et quels sont ces critères? Le premier critère, c'est qu'il faut établir qu'une personne ne peut plus retourner dans son pays. C'est-à-dire que s'il retourne dans son pays, il pourrait être en danger pour sa vie. Le deuxième critère, c'est qu'il faut aussi établir que la personne ne peut absolument plus rester dans le pays d'asile, ne peut plus s'y intégrer. Ce que je veux dire, c'est que si un réfugié est marié à une burkinabé, il a déjà posé les conditions d'une intégration possible. Ça veut dire qu'on ne peut pas le sélectionner. Si un réfugié a vécu au Burkina pendant 15, 20, 30 ans, et que pendant ces 15, 20, 30 ans, il y a vécu tout à fait une vie paisible, c'est-à-dire sans que ses droits n'aient été menacés, ni sa sécurité d'ailleurs, il est difficile de proposer au pays de réinstallation qui refusera de toute façon et qui dira, cette personne, la solution la plus favorable, c'est qu'elle puisse être intégrée dans le pays où il vit de façon continue, de façon paisible et où il peut avoir développé les réflexes pour une bonne intégration socio-économique. Et il n'y a que 1% des réfugiés dans le monde, et même parfois moins, qui bénéficient de la réinstallation. L'assistance que nous donnons est fonction du budget que l'on peut mettre à notre disposition. C'est-à-dire que les budgets se réduisant année après année, nous sommes obligés de faire des priorités, notamment de prendre en charge, je dirais, les plus vulnérables. En ce qui concerne la santé,
Cela étant dit, il n'existe aussi nulle part au monde une situation où un réfugié est pris à charge à 100%. Cela n'existe pas et je pense que nous travaillons bien plus, davantage, à essayer vraiment de mettre des priorités pour répondre au mieux que nous pouvons à toutes les situations. Nous nous préparons à nouveau à discuter avec les réfugiés et à répéter ce qui a été déjà suffisamment dit à mon sens, mais parce que malheureusement, ce que nous constatons, c'est que les réfugiés deviennent un peu nerveux, pensant qu'il y a de la part du HCR comme une volonté maligne de les garder au Burkina. Voilà, ils se sentent eux aussi malmenés, mais par l'État burkinabé. Ils sont gouverneurs, hauts-commissaires ou encore et surtout préfets. Les administrateurs civils ont marché cette semaine pour demander qu'on améliore les conditions de vie et de travail. Vous allez les entendre, ils sont très remontés. Ce sont là les représentants de l'État au niveau déconcentré. Des préfets de département du Burkina en uniforme dans la rue. Tout un symbole. La lutte du syndicat des administrateurs civils a atteint une autre dimension. Qu'on nous prenne au sérieux. Ils sont venus de plusieurs localités du pays pour exiger la restauration de l'image de l'administrateur civil burkinabé. Ces autorités départementales ont le sentiment que l'État n'accorde aucune importance à la fonction du préfet. Ils dénoncent des conditions de vie et de travail déshonorantes. Moi, je vous invite à faire un tour dans le département profond là, pour voir dans quelles conditions les préfets vivent. Vous allez comprendre comment une autorité représentant le chef de l'État et tous les ministres se retrouvent dans une maison fissurée, en banco. Alors que nous, nos voisins, moi, personnellement, j'ai fait la frontière du Togo. Si vous voyez le préfet du Togo là, il a un véhicule. Au milieu, ils sont toujours 4 dans le véhicule. Il a un secrétaire de préfet. Si tu veux avoir accès au préfet là, tu passes par son secrétaire d'abord. Alors que chez nous au Burkina, c'est le préfet qui ouvre la porte et qui ferme la porte. Ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont rien. Ça, c'est quelle autorité ça? C'est ça que nous voulons remettre en cause aujourd'hui. Après plusieurs manifestations marquées par des sit-ins et grèves qui n'ont véritablement pas eu d'écho auprès de leur ministre de tutelle, c'est désormais au chef du gouvernement que le SYNACTAB veut s'adresser. Mais à la primature non plus, les marcheurs n'auront pas d'interlocuteur. La cause, le Premier ministère dit n'avoir pas été informé de leur arrivée. La marche n'a pas été autorisée par le maire de la capitale et les frondeurs le savent. Débouté, le syndicat crie à la discrimination. Il n'appartenait pas en tout cas à la commune de décider arbitrairement en tout cas de nous refuser cette marche, tout en accordant aussi la possibilité à d'autres corps de métier d'organiser des manifestations similaires. Déchus mais pas abattus, ces administrateurs civils promettent changer de méthode de lutte. Dès le 1er juillet prochain, le boycott sera étendu à d'autres activités. Le Front social encore et toujours des administrateurs civils. On passe au corps médical, médecins, sages-femmes, infirmiers, pour ne citer que ceux-là, ont eux aussi battu le pavé cette semaine. Une marche meeting pour dénoncer le déclin du système sanitaire burkinabé, matériel et conditions de travail y compris. Ils sont médecins, infirmiers, maïticiens, sages-femmes, accoucheuses et travailleurs de l'administration hospitalière des services de santé. Comme un seul homme ce 24 juin, ils sont vent debout contre la politique de santé au Burkina Faso. L'hymne national entonné, les voici déterminés à parcourir les quelques 3 kilomètres qui séparent la bourse du travail au ministère de la Santé. C'est parti pour une marche meeting à travers les artères de la capitale. 4 syndicats qui ont décidé de se mettre ensemble aujourd'hui pour manifester à travers une marche depuis la Bourse du Travail jusqu'au ministère de la Santé pour remettre un message au ministre de la Santé. Nous sommes ce matin sur la rue pour manifester notre mécontentement, pour protester contre le silence du gouvernement depuis notre manifestation, à savoir les grèves passées. Ce que ces hommes et femmes en blouse blanche réclament, c'est la mise en œuvre de la loi portant fonction publique hospitalière,
Une loi votée le 19 décembre 2017 et ayant fait l'objet d'un accord entre le Premier ministre et les syndicats en 2018, mais qui peine à être opérationnalisée. En marchant sur le ministère de tutelle, les syndicats donnent un signal fort. Depuis le 30 avril, où nous avions déposé notre préavis, à ce jour, nous n'avions reçu aucune réponse formelle de nos préoccupations. Nous estimons que c'est un mépris grave, doublé d'une sous-estimation de la crise du système de santé. En effet, actuellement, depuis plus de 2 semaines, le ministère de la Santé navigue à vue. Le ministère de la Santé ne dispose d'aucune statistique pour prévenir des épidémiologies, pour prévenir un certain nombre d'aspects. Depuis plusieurs mois, il y a des pannes dans les laboratoires. Dans la plupart des structures de santé, il n'y a plus de films de radiologie. Les réactifs sont en passe de finir. Nous sommes en train d'aller dans un déclin du système de santé. Et nous interpellons les autorités sanitaires à ne pas sous-estimer la crise sanitaire pour le bien-être des populations. Le secrétaire général du ministère venu à la rencontre des manifestants rassure quant à la satisfaction de la plateforme des syndicats. J'ai juste signalé que je rassure les syndicats que l'ensemble de leurs points de revendication sont en cours de traitement par le gouvernement et que très bientôt, ils auront le retour d'informations par rapport à leurs points de revendication. À cette marche-meeting en guise de carton jaune au gouvernement, des militants issus du syndicat des médecins du Burkina, du syndicat autonome des infirmiers et infirmières du Burkina, du syndicat des sages-femmes et maïticiens et accoucheuses du Burkina et du syndicat des administrateurs des hôpitaux. Et nous restons dans le secteur de la santé et c'est le moment pour nous de recevoir notre deuxième invité de ce soir. Il s'agit du docteur Pascal Nadembega. Il est le directeur de la médecine traditionnelle et alternative. Vous êtes au ministère de la Santé. Avec vous, nous allons parler justement de la médecine traditionnelle qui fait ses preuves, qui fait parfois des miracles, mais qui reste dans l'ombre. Monsieur Nadembega, vous étiez hier à Komsilga, sur le jardin botanique pour participer à l'inauguration d'une bonne fontaine de l'eau qui pourra servir à entretenir les arbres et les herbes de la pharmacopée. On regarde et puis on revient. Merci. Un peu plus de 2,5 hectares d'arbres et d'herbes. Nous sommes au jardin botanique de Komsilga, lieu de ressources très important pour les tradipraticiens. Il y a de l'effervescence sur le site ce 29 juin. C'est l'inauguration d'un ouvrage d'une utilité absolue, une borne fontaine, de l'eau pour les hommes et surtout pour la pérennisation des plantes dont certaines jouent un rôle médicinal accru. Si les arbres sont arrosés, cela leur est bénéfique et ça l'est également pour les hommes. Nous demandons aux habitants du village de nous aider à bien entretenir ce jardin parce que la désertification avance. Nous avons des plantes médicinales en voie de disparition. Nous allons les planter ici pour que les futures générations puissent les découvrir et s'en servir. Depuis plusieurs années maintenant, le gouvernement, à travers le ministère de la Santé, essaye d'appuyer les tradipraticiens afin d'intégrer davantage la médecine traditionnelle dans le système de santé burkinabé. L'entretien de ce jardin botanique revêt donc un caractère primordial, notamment dans le domaine de la recherche et de l'enseignement. C'est un jardin botanique donc, qui peut jouer un rôle dans l'éducation. Parce que vous voyez, actuellement, il n'y a plus de plantes. Les étudiants ne connaissent plus les plantes. Alors que l'OMS a dit d'intégrer la médecine traditionnelle dans l'éducation universitaire. Nous avons commencé l'année passée, à Bobo, ça avait déjà commencé. Donc ça, ce sont du matériel d'éducation pour aller venir apprendre qu'est-ce que c'est que le karité, qu'est-ce que c'est que le nwabga, qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce que c'est que ceci. La cérémonie d'inauguration de cette borne fontaine du jardin botanique de Komsilga a été organisée par l'Union des associations de tradipraticiens et herboristes. Elle a donné lieu à des scènes de réjouissance et à des expositions de produits de la pharmacopée. Voilà, docteur Pascal Nadembega, vous êtes, je le disais tout à l'heure, le directeur de la médecine traditionnelle et alternative au niveau du ministère de la Santé. Je vais vous poser une première question, peut-être un peu provocatrice. Est-ce que
la médecine traditionnelle guérit et qu'est-ce que la médecine traditionnelle guérit? Bonsoir et merci beaucoup pour cette alternative, cette chance que vous nous donnez pour nous exprimer par rapport à la médecine traditionnelle, par rapport aux apports de la médecine traditionnelle dans le système de la santé, dans la prise en charge des personnes qui sont malades. Et la médecine traditionnelle contribue beaucoup à guérir et à contribuer beaucoup à la prise en charge des patients au Burkina Faso. Et ce que je peux vous dire, par des exemples, si vous voulez. Allez-y. Et nous avons, premièrement, il faudra savoir que c'est pendant la colonisation que la médecine traditionnelle était interdite par la loi. Et après, avant la colonisation, on n'était traité qu'avec la médecine traditionnelle. Ça, c'est un. Deuxièmement, lorsque la médecine traditionnelle, après la colonisation, c'est dans les années 60 que nous avons commencé à avoir nos premiers médecins, c'est-à-dire les formations à Dakar, etc., que nous avons pu avoir des médecins, disons, de la médecine conventionnelle. Okay? Donc, durant tout ce temps, on est toujours traité par des plantes, par la médecine traditionnelle. Et ça marchait? Et ça marche. Sinon, on serait toujours, la maladie a toujours été là, sinon on serait tous partis. Tout à fait. Okay. Et donc, lorsque, disons, dans les années 1968, que sous la direction du professeur Kizerbo, qu'on a pu commencer à germer la valorisation de la médecine traditionnelle. Et après ça, dans les années 70, on a pris l'ordonnance pour pouvoir légaliser, reconnaître la médecine traditionnelle et en 1994, ça a été intégré dans la loi. Si ça ne marchait pas, je pense que tout ce procédure-là n'aurait pas dû être mis en place pour pouvoir valoriser la médecine traditionnelle. Aujourd'hui, nous savons très bien, si vous avez, tout le monde sait par exemple, le chrysanthellum, c'est-à-dire le Wantuko amore, c'est utilisé pour les lithiases et tout le monde le sait. Et le lithiase, c'est quoi? Les lithiases, ce sont les calculs. Les calculs, que ce soit hépatique ou bien rénal. Cette plante-là les guérissent? Ça fait sortir les calculs, les lithiases. Donc, c'était la plante, disons, magique de Père César, si vous vous rappelez. Père César, c'était ça qu'il a commencé. Et on peut parler, par exemple, du crocospermum, c'est-à-dire le sansara, qui utilisait le dribala de Dr Dakio. C'est la seule plante qu'il utilise contre le palu. Et c'est toujours commercialisé au niveau des pharmacies, etc. Donc, ce qui veut dire qu'il y a d'autres exemples qu'on peut donner. Quand on préparait l'émission, vous avez donné l'exemple d'un monsieur qui était malade, qui avait le cancer du foie. Et on avait dit qu'il était en fin de vie. Et on l'a à l'hôpital, l'hôpital Yargado, ça a été le cas. On a dit à la personne de rentrer chez lui. Il est rentré et quelques mois plus tard, il est revenu et son foie était régénéré normal. C'est-à-dire que son foie qui était cancéreux est guéri. Et ça, ce n'est même pas... Qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti chez lui, à Kongoussi, et il s'est fait soigner par un tradipraticien. Et il a recouvert son foie. Et ça, il y a un Européen qui m'a appelé, qui m'a dit, moi, je suis prêt à venir témoigner. Moi, j'avais un cancer de poumon. On m'avait donné pour mort. Je suis venu au Burkina Faso. On m'a donné le nom de praticien. J'ai pris la potion. J'ai commencé à boire. Et au bout de 3 mois, je suis reparti faire les clichés. Et il n'y avait plus rien. C'est-à-dire qu'un Européen qui est venu de l'Europe et qui est venu se faire soigner au Burkina Faso par les plantes. Il a même dit que lui, il a tous les documents avant, pendant et après. Il a les preuves. Oui, avec les preuves. Il a donné son contact au cas où nous avons besoin de témoignages, qu'on l'appelle, il va venir témoigner. Donc ce sont des preuves. Il y a des témoignages comme ça. Il y en a plus, même le cancer du sein, il y en a qui ont eu des résultats. Le problème, c'est quoi? C'est pouvoir capitaliser et suivre. Par exemple, celui de Kongoussi, on n'a plus eu les traces. On cherche les traces de la personne, on n'arrive pas à joindre. Peut-être que aussi les personnes ont peu peur, parce qu'on en a vu des exemples qu'on a toujours donnés. Oui, par exemple, sur le VIH,
le cas du Ghanéen. Ça fait que bon, les gens ont toujours eu peur de donner, quand on dit le cancer, c'est une maladie que les Européens n'arrivent pas à soigner. Si tu arrives à soigner, on risque de te faire du mal. Voilà. Donc, ils détiennent leur connaissance. Et bon, de temps en temps, si tu as la chance de tomber sur cette information, rapidement, bon, tu te soignes et puis après la personne dit ne me dites plus rien. Aujourd'hui, qu'est-ce que votre direction fait justement pour essayer d'intégrer cette médecine traditionnelle là, dans le système sanitaire burkinabé, parce qu'on connaît ses vertus, elle fait des miracles, elle fait des grandes choses, mais elle reste dans l'ombre malheureusement, la médecine moderne, et des gens meurent sans savoir qu'avec des plantes, on pouvait soigner leur maladie. C'est ça. Alors, ce que nous... disons que le ministère de la Santé, c'est un appui technique que nous faisons aux tradipraticiens. Aujourd'hui, actuellement, nous avons mis en place ce qu'on appelle une stratégie basée sur l'innovation. La stratégie basée sur l'innovation, c'est quoi? C'est de soutenir les tradipraticiens vers les petites et moyennes entreprises. Parce que, bon, nous avons constaté que 2 fois, bon, la plupart du temps, ce n'est pas parce que c'est caché, c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens de valoriser leurs produits. Tu as une formule qui fonctionne bien, tout le monde vient, il se soigne par là, mais pour pouvoir développer ça et mettre ça sur la place du marché, ça devient un problème. Parce qu'il faut des consommables, parce qu'il faut mettre ça en gélule, parce que vous savez, les consommateurs sont devenus un peu plus exigeants. Ils ne veulent plus voir des sachets attachés, des potions, non. Ils veulent voir ça comme dans les pharmacies. Donc il faut mettre les moyens parallèles qui permettent aux tradipraticiens d'aller vers ces formes-là, en gélule, en comprimé, en sirop bien fait, avec des étiquettes, bon, avec des cartons bien emballés. Bon, donc c'est ça que nous voulons, nous accompagner les tradipraticiens vers... Vous les accompagnez comment au niveau de votre direction? Voilà, nous faisons par exemple des sorties d'appui technique. Nous allons les visiter sur leur site, on leur donne des conseils. Non, vous voyez, ça ne se fait pas. Ça, nous pouvons vous aider à, par exemple, vous pouvez trouver des géluliers, qui sont de manuels pour pouvoir avoir des gélules et vous écrasez ça en poudre, vous les mettez en poudre et puis bon, vous mettez en gélule, c'est plus propre, c'est plus présentable. Vous pouvez les mettre par exemple ensuite dans des géluliers, dans les piluliers, pour être présentés. On voit que vous faites beaucoup d'actions, mais cela reste encore un peu sporadique quand même. Pourquoi ne pas créer en Afrique? Il faut qu'on trouve des moyens de notre propre développement. Pourquoi ne pas créer, par exemple, au Burkina Faso, une sorte de CAMEG dédié uniquement aux médicaments des tradipraticiens? Ça va faire peut-être l'avantage d'une grosse structure qui va pouvoir produire des médicaments fiables et pour soigner la population. Voilà, c'est dans la stratégie que nous avons mis en place actuellement, c'est-à-dire amener les tradipraticiens vers les petites et moyennes entreprises. L'idée, c'est de pouvoir mettre en place un fonds d'appui à la médecine traditionnelle. Comme ça, les tradipraticiens peuvent se regrouper même en coopérative pour aller prendre le fonds d'appui à la médecine traditionnelle, fera comme garantie auprès des banques pour pouvoir leur donner de l'argent afin de pouvoir développer ça. Aussi, nous encourageons également, par exemple, les pharmacies. Les pharmaciens, même à la CAMEC, nous avons prévu aller les rencontrer pour essayer de voir est-ce que vous ne pouvez pas, certaines formules qui sont, ou bien des maladies qui sont régulièrement, là, vous pouvez les appuyer dans la recherche. Tout à fait. Afin de pouvoir mettre ça, valoriser. Et puis bon, vous faites un contrat avec le tradipraticien pour qu'ils puissent, eux aussi puissent gagner quelque chose. On va terminer par le problème de la traçabilité de ces tradipraticiens qui guérissent des maladies qui sont pratiquement incurables avec la médecine moderne, mais qu'on ne retrouve pas. Qu'est-ce que le ministère de la Santé fait? Quelle structure, quel mécanisme que vous mettez en place pour pouvoir tracer ces personnes-là et retrouver tous ces tradipraticiens qui détiennent peut-être des potions rares, des plantes rares, qui soignent beaucoup de maladies? Comment vous faites? Oui, nous, on a mis en place ce qu'on appelle Burkina TPS. C'est un logiciel où on va enregistrer tous les tradipraticiens avec leur numéro de téléphone, leur village, et leur localité, leur nom et prénom jusqu'à... Et maintenant, le problème, c'est quoi? Dans ce cas, le problème était soutenu par l'OAS. Et en plus de ça, nous sommes en train, avec l'Agence nationale de réglementation pharmaceutique, de voir comment nous allons également réviser les textes. Parce que les textes actuels inhibent, disons, empêchent les tradipraticiens de venir même s'enregistrer. Vous voyez, par exemple, la plupart des tradipraticiens, ils ont au-delà de 50 ans.
60 ans. Si on leur dit d'aller chercher, par exemple, la pièce d'identité ou bien les certificats de nationalité de leur papa, on dit, bon, si le papa n'est pas là, il faut trouver quelqu'un qui a le même âge. Bon, vous allez au village, ils ne trouvent pas. Et en plus de ça, quand on envoie, ils envoient, c'est l'infirmier qui doit faire les enquêtes ethnobotaniques et ethnomédicales pour prouver que ce qu'il fait là, c'est bien. Bon, ensuite, tout il se décourage des fois. Bon, des fois, on envoie jusqu'au niveau du ministère. Ça devient très compliqué. Bon, ça devient très très compliqué. Et bon, ils se disent, bon, de toute façon, c'est pas moi. Hein. Moi, je suis chez moi. Et ce sont les malades que je viens soigner. Tout à fait. Voilà. Mais il y a une réunion bientôt. Oui, nous avons la journée africaine de médecine traditionnelle. Nous avons la semaine du 24 au 30 à Dédougou cette année. Et le 31 août, c'est la journée africaine de médecine traditionnelle instaurée par l'OMS. Donc, on vous attend là-bas. On va faire l'effort de venir et on vous recevra certainement lors d'une autre émission avec un temps un peu plus suffisant pour parler de cette affaire, de cette situation très très importante pour la santé des Africains. Merci, Dr Pascal Nadembega, d'être venu sur ce plateau nous parler de la médecine traditionnelle, de ses vertus et aussi de ses miracles. Merci à vous. Merci d'être venu. Voilà, c'est ici que s'arrête cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain à 19h30 pour le journal.